Derek Bierry semblait posséder tout ce dont un homme peut rêver. Vice Grip Garage avait fait de lui un millionnaire et plus de 3 millions d'abonnés se connectaient pour le voir ressusciter des voitures oubliées avec rien d'autre que du cran de l'instinct et une caisse d'outils dépareillée. Sa famille renvoyait une image parfaite. Sa ferme du Tennessee ressemblait au paradis et sa vie semblait tout droit sortie d'une histoire à succès. Mais en 2023, un événement est venu briser cette image. Ce n'était ni un burn-out, ni une crise financière. Et cela n'avait rien à voir avec la pression des réseaux sociaux. C'était bien plus dévastateur. Un instant à l'intérieur de son garage a failli lui coûter la vie, et son fils de 12 ans a assisté à toute la scène. Ce que Derek a affronté ce jour-là l'a brisé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. L'homme qui pouvait tout réparer s'est soudain retrouvé confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas fixer. Il est né le 16 mai 1984 dans la ville de Minot, dans le Dakota du Nord, une terre balayée par les vents et mordue par le gel, un endroit où l'hiver refusait de partir et où la neige avalait les champs pendant des semaines. Sa famille vivait dans une petite ferme blanche isolée entourée uniquement de sols gelés et d'un ciel infini. La vie là-bas ne connaissait aucun luxe. Son père, un fermier endurci, se levait chaque jour avant l'aube, luttant contre les blizzards et le sol gelé simplement pour maintenir les vieilles machines en marche. Dans un monde où le magasin le plus proche pouvait être à 1 heure de route, on n'achetait pas de pièces de rechange. On réparait ce qu'on avait. Si quelque chose cassait, on le reconstruisait ou l'on s'en passait. Derek a grandi en sachant que l'argent était rare, que les ressources étaient précieuses et que la survie dépendait davantage de vos mains que de votre portefeuille. À l'âge de 3 ans, il ne jouait pas avec ses jouets, il les démontait. Il passait les après-midi froids dans la grange, à regarder son père réparer les tracteurs, l'air épais de l'odeur du diesel et du tintement aigu des outils métalliques. Un jour, en 1987, il a démonté son camion jouet et a aligné les vis en une rangée parfaite, copiant exactement ce qu'il avait vu son père faire 100 fois. Au lieu de l'arrêter, son père l'a encouragé. Peu de temps après, Derek réparait la tondeuse à gazon familiale en n'utilisant rien d'autre que l'ouïe le toucher et l'instinct. Tout dans ses premières années formait un message unique, répare-le toi-même et fais-le pour le moins cher possible. À 5 ans, les dîners en famille devenaient des leçons sur la réutilisation de pièces de récupération. Au cours de l'été 1989, son père lui a tendu un chariot cassé et l'a mis au défi de le reconstruire en utilisant des débris provenant de 3 machines mortes. Derek a passé des mois à résoudre ce puzzle. À 7 ans, il avait déjà réparé 6 outils agricoles en utilisant uniquement des boulons jetés et des restes de casse. Il n'apprenait pas par passe-temps. Il apprenait parce que c'était la seule façon de survivre. Même ses enseignants de maternelle remarquaient quelque chose de différent chez lui. Lorsque sa chaîne de vélo a cassé à l'âge de 6 ans, il ne l'a pas dit à un adulte, il l'a réparée seul. Son grand-père vétéran de la Seconde Guerre mondiale racontait souvent des histoires de réparation de véhicules militaires sous le feu ennemi. Derek écoutait absorbant chaque détail, puis appliquait les techniques à n'importe quel morceau de ferraille qu'il pouvait déterrer derrière la grange. Lorsqu'il a trouvé un vieux camion de ferme rouillé de 1972 avec un moteur gelé, il n'a pas abandonné. Pendant 14 nuits glaciales, il a travaillé à la lumière d'une lampe, les doigts engourdis, le souffle suspendu dans l'air, jusqu'à ce qu'il finisse par ramener le moteur à la vie. Cette détermination obstinée était déjà pleinement formée. En 1991, à 7 ans, il n'a pas demandé de jouer, il en a construit un kart, fait à partir d'un cadre de poussette, d'un moteur de tondeuse, restant et de morceaux de métal qu'il avait soudés lui-même. Cela a coûté moins de $10 et ça roulait. Cette première création s'est transformée en 4 autres, chacune meilleure, plus rapide, plus raffinée. Pour Derek, rien n'était un déchet. S'il y avait des pièces, il y avait du potentiel. À 13 ans, en fouillant dans le hangar familial, il a trouvé le vieux camion Ford de son grand-père rouillé, s'effondrant presque oublié. Sans manuel, sans conseil, et avec seulement des outils empruntés, il a décapé la rouille à la main, remplacé les fils d'allumage, reconstruit le distributeur et changé l'huile lui-même. Ce n'était pas juste une réparation, c'était le moment où il entrait
sans le savoir dans la vie qui lui était destinée. En 2001, il a rejoint la classe de mécanique automobile au lycée de Minot. Alors que d'autres élèves peinaient à réussir, Derek reconstruisait méticuleusement un carburateur de Chevy Nova 1972 jusqu'au dernier boulon. Il dessinait des diagrammes, nettoyait chaque composant à la main et le réassemblait pièce par pièce. La Nova lui a valu les meilleures notes, un ruban de premier de la classe à la foire locale et une mention honorable dans une compétition régionale. Mais pour Derek, la vraie victoire était de l'avoir fait seul. À 16 ans sans argent pour des pièces neuves, il a acheté une Honda Civic 1985 en piteux état pour $200 et a passé 3 mois à remplacer toute la transmission en utilisant uniquement des pièces de casse. Il a soulevé le moteur tout seul, retiré la transmission usée et bricolé un remplacement avec les outils les plus basiques. Un travail qui aurait coûté $800 dans un atelier lui a coûté une fraction de ce prix et la voiture roulait. Puis vint l'accident. À 17 ans, alors qu'il soudait une aile de récupération, une erreur a fusionné son index avec le métal brûlant. L'agonie l'a envoyé directement à l'hôpital. Mais au lieu d'abandonner, il a étudié les protocoles de sécurité avec l'intensité d'un soldat mémorisant une carte. La blessure était brutale, mais elle a remodelé sa façon d'aborder chaque chose. Après le lycée en 2002, il a rejoint un programme local de technologie automobile. Alors que d'autres étudiants quittaient le laboratoire tôt, Derek restait jusqu'à minuit démontant des moteurs V8 boulon par boulon, nettoyant chaque pièce jusqu'à ce qu'elle brille. Les professeurs ont remarqué qu'il n'était pas le plus rapide, mais il était le plus précis. C'est là que son style lent, exact et méthodique a pris forme, le style qui définirait un jour ses constructions en ligne. Mais avant que tout cela ne puisse se transformer en carrière, Derek s'est enrôlé dans l'armée américaine à 18 ans. Il a été envoyé à Fort Gordon en Géorgie et formé en tant que spécialiste des technologies de l'information, responsable du maintien du fonctionnement des systèmes satellites lors de simulations de combat. Des quarts de travail de 12 heures, des pannes, système, une pression qui ne relâchait jamais. Il a appris à rester calme quand tout s'effondrait. En 2004, à seulement 20 ans, il a été déployé en Irak. Lors d'une patrouille près de Bagdad, le Humvee de son convoi a subi une panne critique. Plus de courant, pas de temps, et ils étaient à découvert. Derek s'est glissé sous le camion avec une lampe de poche, a tracé les fils, trouvé un relais grillé, et l'a contourné en utilisant des débris et des outils à main. Il a remis le véhicule en marche et a sauvé le convoi d'être bloqué en territoire ennemi. Son officier commandant ne l'a jamais oublié, mais il ne s'est pas arrêté là. Cette même année, il a écrit son propre logiciel, un outil simple qui permettait aux soldats de diagnostiquer les problèmes électriques de leur véhicule sans attendre une aide extérieure. Il fonctionnait sur des ordinateurs portables basiques de l'armée et faisait gagner du temps sur le terrain. Il l'a même utilisé pour réparer la Jeep Wrangler 1990 d'un copain en identifiant des défauts de câblage caché. La nouvelle s'est vite répandue. Il n'était plus juste un mécanicien. Il était que le gars qui pouvait tout réparer. Puis vint le vol de l'ordinateur portable. En 2005, des saboteurs ennemis ont volé un ordinateur portable de contrôle vital dans un camion de transport. Sans lui, le véhicule ne pouvait pas rouler. Derek a fouillé dans les ordures, trouvé de vieux câbles, récupéré des pièces sur un générateur mort et a construit un faisceau de câblage sur mesure à partir de zéro. Il l'a fait en 2 nuits. Le camion a fonctionné. Son unité a continué d'avancer. L'armée a discrètement émis une citation. Il a été démobilisé en 2007 à l'âge de 23 ans. Il est rentré chez lui dans le Dakota du Nord avec tout ce qu'il avait appris et quelque chose à prouver. Il a trouvé une Chevy Camaro 1969 rouillée et s'est mis au travail. Il a sorti le moteur lui-même recablé, toute la voiture rapiécé le plancher. Chaque boulon a été nettoyé. Chaque réparation a été faite à la main dans le froid, dans l'allée de ses parents. Il avait 24 ans lorsqu'il est entré dans cette concession de Minot en 2008, tout juste sorti de l'armée, les mains encore habituées à travailler sur des Humvee. Mais il ne s'agissait plus de guerre. Il s'agissait de transmission. Cette première année, il en a démonté plus de 500, la plupart des V6 GM, connus dans l'industrie pour broyer les techniciens moins compétents. Son taux de réussite a atteint 98%.
Les gens ont commencé à parler non pas parce qu'il était tape à l'œil, mais parce que chaque voiture qu'il touchait semblait revenir à la vie. Après les heures de travail, il s'asseyait sous les néons avec de vieux manuels, cherchant à comprendre là où les autres abandonnaient. Au moment où 2009 est arrivé, il ne faisait plus que réparer des voitures. Il enseignait aux autres comment faire. Ses guides sont devenus paroles d'évangile dans cet atelier. Les directeurs disaient n'avoir jamais vu une telle ascension. Cela ne lui semblait pas rapide, cela semblait juste. À 26 ans, en 2010, il ne tournait plus les clés. Il gérait une équipe de 15 personnes au sein d'une chaîne automobile régionale. Et il ne gérait pas comme la plupart. Il ne portait pas de costume. Il portait des bleus de travail. Il arpentait toujours l'atelier, vérifiant les boulons, testant le couple, posant des questions. Cette année-là, il a introduit quelque chose d'audacieux. Réutiliser des pièces récupérées, cataloguer chaque vis support et jointe utilisable. Ce n'était pas une question de radinerie, c'était une question d'intelligence. Les coûts ont chuté de 30%. Les cadres ont pris l'avion pour venir voir. Ils lui ont fait présenter le concept lors d'une réunion nationale. Bientôt toute la chaîne suivait son système. Ce n'était pas un coup de chance. Il ne faisait pas qu'économiser de l'argent. Il bâtissait la confiance, gardait son équipe motivée, s'assurant que personne ne se sente jetable. En 2012, il est entré dans une nouvelle pièce, vice-président des opérations, une entreprise de pièces détachée du Midwest avec plus de 2 millions de dollars de contrats fournisseurs l'avait désormais à sa tête. Et il a opéré un changement discret. Il a commencé à choisir les vendeurs non seulement pour le prix, mais pour la façon dont ils traitaient leurs travailleurs. S'ils payaient des salaires équitables et assuraient des lieux de travail sûrs, ils obtenaient de plus gros contrats. S'ils ne le faisaient pas, ils partaient. En 2 ans, le taux de rotation du personnel de l'entreprise a chuté de 40%. Plus de personnel épuisé courant vers la sortie. Ce n'était pas courant dans son monde. Et le mot s'est ébruité. Son nom a commencé à apparaître dans les magazines spécialisés. Un gars calme, une éthique forte, des chiffres solides, un mélange rare. Puis 2014 a frappé comme un marteau. Il avait 30 ans et était maintenant PDG. Une nuit, en regardant les rapports financiers, quelque chose ne collait pas. Et il n'a pas refilé le dossier au comptable. Il est resté éveillé nuit après nuit à faire les calculs lui-même. Ce qu'il a trouvé était pire que ce qu'il imaginait. 150 000 $ disparus. Son propre directeur financier de fausses factures des vendeurs fantômes, la trahison était profonde. Mais en quelques semaines, il a retrouvé 120 000 $, porté plainte, viré le directeur financier et tout dit à son équipe. Pas de secret. La communauté d'affaires locale a été stupéfaite non seulement par le vol, mais par la rapidité et l'intrépidité de sa réaction. Ce moment a changé la façon dont les gens le voyaient, pas seulement comme un leader, mais comme un protecteur. 2 ans plus tard, le monde a vu une autre facette. Il avait commencé à filmer dans son garage. Pas de lumière, pas d'équipe, juste lui, de la ferraille rouillée et un iPhone scotché. Ce n'était pas un plan d'affaires, c'était une thérapie. La politique des conseils d'administration, les coups de poignard dans le dos, la pression. Tout cela fondait lorsqu'il prenait une clé à molette. Et les gens ont remarqué. Ces vidéos n'étaient pas léchées, elles étaient réelles. Les erreurs laissées au montage, la graisse sous les ongles, les rires entre les jurons. Et ça a cliqué. Les spectateurs ne voulaient pas la perfection, ils voulaient l'honnêteté. Vice Grip Garage est né dans ces nuits tardives. Cela a grandi doucement au début, puis ça a explosé. Plus de 1,39 million d'abonnés, plus de 250 millions de vues. Et derrière tout cela, il y avait un homme qui voulait juste se sentir à nouveau lui-même. Mais rien de tout cela n'aurait fonctionné sans Jessica. Ils se sont rencontrés à la foire du comté de Minot en 2001. Il avait 17 ans, elle aussi. 2 enfants de la ferme qui comprenaient le travail acharné, les longs hivers et les bottes de seconde main. Ils ont commencé à sortir ensemble sérieusement. Et le 19 juillet 2008, ils se sont mariés dans une arrière-cour. Juste 50 personnes, pas de flafla, pas de yissati juste des vœux et des chemins de terre. Il sortait tout juste du service. Elle était son ancre. À travers chaque emploi, chaque déménagement, chaque crise, elle est restée. Ce n'était pas un conte de fées, c'était un choix, chaque jour.
Aujourd'hui mariés depuis plus de 14 ans et ensemble depuis 24 ans, ils se parlent encore par des regards et finissent les frustrations de l'autre. Le 17 mars 2010, leur vie a changé à nouveau. Des jumeaux, Bailey et Bradley, nés prématurément mais en bonne santé. Et tout a changé. Derek prenait l'avion pour des réunions, réparait les opérations, dirigeait des équipes. Mais à la maison, il était de corvée de couche à 2 heures du matin. Un biberon dans une main, un ordinateur portable dans l'autre. Il refusait de manquer ces moments, mais la culpabilité le rongeait. Chaque voyage en avion donnait l'impression qu'il s'éloignait de ce qui comptait. Et Jessica, gérant une maison avec 2 nourrissons, ne le laissait jamais oublier pour qui il travaillait vraiment. Puis Bentley est arrivé en 2012 et une fille en 2015 dont ils ont gardé le nom discrètement pour eux. Cette même année, l'entreprise de Derek a failli s'effondrer. Le détournement de fonds, les procès, la pression. Il travaillait 60 heures par semaine. Certains jours, il parlait d'à peine. Jessica a pris en charge les finances, a fait tourner la maison, a géré le chaos. Ils ont eu des nuits où ils ne se parlaient pas, des semaines où ils souriaient à peine. Mais ils n'ont jamais abandonné, ni l'un sur l'autre, ni sur le rêve. Puis vint la thérapie. En 2016, Jessica l'a assis. Elle a dit que quelque chose n'allait pas, et il a admis ce qu'il cachait. Un burn-out si profond qu'il avait peur que cela ne le brise. Il craignait de ne pas voir ses enfants grandir. Il craignait de devenir un homme qu'il ne reconnaissait pas. Alors ils ont fait un choix, ensemble. Ils s'éloigneraient, doucement, discrètement. Il laisserait le monde de l'entreprise derrière lui. Cette même année, Vice Grip Garage est devenu plus qu'un passe-temps. C'est devenu un chemin, une porte de sortie, un nouveau chapitre. En 2018, ils ont tout emballé et déménagé à Louisburg dans le Tennessee. Il ne s'agissait pas de fuite, il s'agissait de trouver la paix. Le Tennessee n'avait pas d'impôt sur le revenu, un climat plus chaud et de la terre pour respirer. Jessica a commencé l'école à la maison. Derek a pu travailler toute l'année sur des voitures. Les enfants avaient de l'espace, la famille avait du temps. Et Derek avait enfin un équilibre. Il ne courait plus après les titres, il courait après la vie. Et il l'a attrapé. Lorsque Derek Bierry a filmé sa première vidéo Vice Grip Garage en 2007, il n'avait que 23 ans et servait dans l'armée. C'était une simple vidange d'huile sur une Camaro 1969 tournée dans son garage avec une caméra basique. Cette vidéo a obtenu environ 50 vues. Mais quelque chose dans son honnêteté brutale, son garage sans fioritures et ses vrais outils a attiré l'attention de quelques passionnés de voitures pures et dures. Il n'y avait pas de script, pas d'effet de montage, juste des mains brutes et de la vraie rouille. Alors que d'autres chaînes automobiles peaufinaient leurs vidéos avec un éclairage de studio et des plans sophistiqués, Derek montrait simplement ce qui était réel. Cette constance calme et obstinée a lentement construit une communauté qui valorisait la vérité plus que le vernis. Et bien que cela ait commencé petit, cette caméra allait finalement capturer l'une des transformations de voitures classiques les plus respectées d'Internet. En 2018, Derek avait 34 ans et a quitté son emploi en entreprise pour se concentrer entièrement sur Vice Grip Garage. Il a filmé la résurrection d'une Camaro Z28 de 1969 en utilisant un vieil iPhone scotché et un petit bloc moteur à $100 tiré d'une Impala lors d'une braderie. L'échappement tenait avec des colliers de serrage, le capot avait été grossièrement découpé pour laisser passer le radiateur et le tout fonctionnait avec le genre de chaos qu'on ne peut pas feindre. En quelques semaines seulement, la vidéo a accumulé 848 000 vues. Cette seule vidéo a prouvé que le monde avait faim d'authenticité et Derek en avait à revendre dans chaque plan. Mais sa véritable légende a commencé avec un tas de rouille à $300. En 2016, il a trouvé une Plymouth Duster 1972 en décomposition dans une grange. Elles tenaient à peine ensemble, mais il a colmaté les fuites avec du ruban adhésif, attaché le capot avec des sandows et a réussi on ne sait comment à la conduire sur 100 miles jusqu'à chez lui sans frein et avec une transmission qui luttait à chaque vitesse. Ce voyage filmé avec un cran pur
est devenu un favori culte et a poussé son nombre d'abonnés à 100 000 vers la mi-2018. Ce qui avait commencé comme un squelette de voiture est devenu plus tard une machine musculaire rugissante avec un V8 de 485 chevaux construit non pas dans un atelier à 1 million de dollars, mais dans le garage d'un homme ordinaire. Puis en 2019, les choses ont failli s'effondrer. Des pirates ont pénétré son compte YouTube, placardé son visage sur du contenu obscène et fermé sa chaîne. Cela aurait pu tout arrêter. Mais Derek avait une formation en informatique de ses jours à l'armée. Il a nettoyé l'attaque, renforcé sa sécurité et est revenu plus fort. Authentification à 2 facteurs. Nouvelle surveillance et leçons publiques sur la sécurité numérique sont devenues partie intégrante de son message. Ses abonnés ne sont pas partis. Ils sont restés à ses côtés, partageant des conseils et inondant les commentaires de soutien. En 2020, alors que le monde se confinait pendant la pandémie, Derek s'est appuyé sur ce qu'il faisait de mieux ressusciter des machines oubliées. Il a ramené une Ford Falcon 1964 à la vie et en cours de route, il a crié quelque chose qui est resté. Send it. C'est devenu plus qu'une phrase. C'était son drapeau planté dans le sol. Le moment était parfaitement choisi. Avec des millions de personnes coincées chez elles à la recherche de quelque chose de réel, la vidéo a frappé fort. À la fin de cette année-là, Vice Grip Garage avait franchi les 500 000 abonnés. Les gens ne regardaient pas seulement un homme réparer des voitures, ils regardaient quelqu'un refuser d'abandonner. Un an plus tard, en 2021, il a trouvé une Mustang 1965 pourrissant dans une casse au Minnesota. Les 4 roues étaient bloquées, le toit était enfoncé, il y avait des carcasses d'animaux à l'intérieur. Mais Derek a construit sa propre remorque, a transporté la voiture sur 500 miles jusqu'au Tennessee et l'a fait rouler. Pas restaurée comme pour une exposition, mais apte à la route, bruyante et rapide. Cette vidéo a atteint 2 millions de vues. La même année, il a entrepris quelque chose d'encore plus fou. Conduire un camion de glace Chevy P10 de 1960 sur 700 miles lors des dragues du Midwest. Le camion atteignait à peine 65 km/h avant que le compteur de vitesse ne casse. Les freins étaient morts. Il servait des hot dogs aux fans depuis l'arrière entre 2 réparations de pièces cassées. Le voyage était bruyant, inconfortable et d'une certaine manière magnifique. Plus de 1,5 million de personnes l'ont regardé. Mais ce n'était pas que des tours de victoire. En 2022, quelqu'un s'est introduit dans le garage de Derek au Tennessee et a volé un carburateur Olay fraîchement reconstruit à $200. C'était plus qu'une pièce. C'était un élément clé pour une construction qu'il filmait. Les caméras de sécurité ont capturé le voleur. Derek est resté calme mais a pris le coup personnellement. Son public aussi. La vidéo du vol est devenue virale et les tuyaux ont afflué. Il a installé de nouvelles serrures des caméras et des alertes de mouvement. Le lien entre lui et ses téléspectateurs n'a fait que se renforcer. En 2023, il a réussi quelque chose que peu pensaient possible. Lors de la 6 Weeks à Chevelle surnommée Independence, a déchiré le quart de mile en 9,73 secondes à 140 km/h de 125 km/h. C'est rapide pour n'importe quelle voiture. Mais celle de Derek roulait encore avec un pont arrière à 10 boulons de style origine. Il a écrit « Priez pour moi » sur le couvercle du différentiel et s'est lancé quand même. La voiture a tenu bon. Jessica, sa copilote, a aidé pour tout de la conduite à la livraison de collation. À l'intérieur, la Chevelle était en grande partie d'origine, à l'exception d'un arceau de sécurité à 6 points et de ceintures de course de la fin des années 80. Le moteur était un gros bloc alimenté par un ProCharger. Ce seul passage a fait grimper le nombre d'abonnés à 1,8 million. Plus tard cette année-là, Derek a fait ses débuts à la télévision. Motor Trend a lancé une émission intitulée Roadworthy Rescues. Et la première construction mettait en vedette Derek Restaurant, une Chevelle 1970, en seulement une semaine. La voiture était restée morte pendant 26 ans. Il l'a fait démarrer, puis l'a conduite sur 600 miles à travers la météo du Tennessee. L'émission a gardé le cran de son YouTube, mais l'a enveloppé dans un montage professionnel. Elle a obtenu une nomination au Daytime Emmy pour le montage, mais le cœur est resté le même. Un gars, un petit budget, pas d'excuses, tout dans le cœur. En 2024, Derek Bierry ne faisait plus que bricoler dans un garage. Il dirigeait un empire bâti sur la rouille, la renaissance et une honnêteté brute. Vice Grip Garage
a franchi les 2 millions d'abonnés YouTube et 756 millions de vues sans script, sans effet tape à l'œil, ni équipe. Il a tout fait seul. Ses vidéos duraient souvent 100 minutes filmées tard dans la nuit, éclairées par des ampoules de garage et de la caféine. Ce qui a commencé comme des restaurations budgétaires s'est transformé en un modèle commercial si unique qu'il a dérouté les vétérans de l'industrie. Il réparait une voiture et la vendait pour juste 50 ou 100 $ de plus que le coût, puis réinvestissait cet argent directement dans une autre construction. Ce cycle ne l'a pas rendu riche du jour au lendemain, mais il l'a rendu digne de confiance. Et la confiance dans son cas s'est transformée en une valeur nette de 5 millions de dollars. Ce n'était pas seulement les publicités YouTube, c'était des sponsors comme Bare Metal Zombie, des apparitions télévisées comme Roadworthy Rescues et des produits dérivés en édition limitée qui disparaissaient d'Internet en moins de 48 heures. Cette ligne de produits lancée en 2024 sous le nom de Vice Grip Lodge n'était pas juste un petit boulot complémentaire, c'était une lettre d'amour à la Sequik. Derek a sorti 10 000 couvercles de différentiel Pray for Me, avec des illustrations personnalisées de ses courses folles. Tous se sont vendus en 2 jours. Les couvercles n'étaient pas bon marché non plus. Les gens ne les achetaient pas, seulement ils les montraient. Les photos ont inondé les réseaux sociaux. Les fans les peignaient, les montaient, les transformaient en trophées de collection. Les recettes retournaient dans de nouveaux projets et même dans de petits efforts philanthropiques. Derek avait trouvé quelque chose de rare, un produit qui n'était pas seulement de la marchandise, c'était un badge d'appartenance. La même année, lors de la Sequik 2024, Derek n'a pas gagné la course, mais a gagné quelque chose de plus fort. Alors qu'il essayait de concourir dans sa Chevelle 1971 nommée Liberty, une bête avec un gros bloc de 540 pouces cubes et une transmission turbo 400, son échange de turbo a échoué. Le moteur est mort, mais il n'a pas paniqué. Il a diffusé le tout en direct. 50 000 personnes se sont connectées alors qu'il décortiquait calmement chaque problème des spécifications des pièces au point de défaillance. Ce n'était pas juste un crash, c'était une masterclass. Le public l'a élu meilleur choix des spectateurs de l'événement. Dans une foule de 300 coureurs, y compris des noms comme Cletus McFarland et PFI Speed Derek, ne s'est pas contenté de se présenter, il s'est démarqué. Puis vint le silence. Au début de 2025, les fans ont paniqué. Les mises en ligne ont cessé, les rumeurs ont volé. Scandale, burn-out, disparition. Les théories se sont propagées sur les forums comme une traînée de poudre. Mais Derek n'était pas parti. Il était au fond du garage-restaurant une Plymouth Fury 1968 qui exigeait tout. Pas d'équipe de tournage, juste lui, des outils et ses enfants. Il a finalement posté un vlog calme et personnel montrant ses garçons l'aidant à tourner les clés et Jessica organisant les boulons à côté de lui. Cette seule vidéo a tout calmé. Les fans n'ont pas seulement pardonné la pause, ils ont redoublé d'ardeur, montrant plus de soutien que jamais. Ce qu'ils ne savaient pas, du moins pas tout de suite, c'est ce qui s'était vraiment passé. Cette furie a failli le tuer. Un jour froid de fin 2023, il était sous la voiture, essayant de libérer un boulon d'échappement rouillé. Le sol était glissant d'huile, la chandelle a glissé. 4000 livres d'acier se sont écrasés, coinçant son bras et manquant son crâne de quelques centimètres. Bentley, âgé de 12 ans, à peine a tout vu. Jessica est sortie en courant et en hurlant. D'une manière ou d'une autre, Derek a libéré son bras. Pas d'os brisé, juste des ecchymoses et une nouvelle philosophie. Ce soir-là, ils se sont tous assis et ont convenu la sécurité avant tout. Plus de raccourcis, plus de travaux bâclés. La chaîne est passée de mises en ligne hebdomadaires à 2 fois par mois. Ce moment n'a jamais été capturé par la caméra. Il a tout recablé silencieusement. Pourtant, Internet a continué de deviner. Lorsque les fans ont remarqué moins de vidéos, ils ont supposé un burn-out. En vérité, Derek avait simplement changé. Il a sorti une vidéo en 2024 restaurant une Chevy trouvée dans une grange. Pas pour la vitesse, mais pour la sécurité. Chaque chandelle était revérifiée. Chaque cale de roue en place. Il n'a pas dit « j'ai failli mourir ». Il n'avait pas à le faire. Le message était clair. Réparer des voitures ne vaut la peine que si vous rentrez chez vous après. L'année suivante, 2025, a poussé ce message encore plus loin. Lors de la préparation de la Sequik, le moteur d'honneur de Derek, acheté pour 3 000 $ et étiqueté prêt à l'emploi, s'est grippé lors de l'installation. Le vilebrequin refusait de bouger. Un piston rouillé des dommages cachés et pas le temps de le remplacer. La plupart des gens seraient partis.
Derek ne l'a pas fait. Il a récupéré des pièces de vieux stocks agricoles, reconstruit le carburateur, adapté une transmission de récupération sur mesure. Il a même construit un support moteur. C'était un désastre transformé en leçon pratique. La course a été retardée. Le réglage en a souffert, mais la voiture a roulé. Il a posté tout le processus pour aider les autres à éviter le même piège à 3000 $. Plus tard cette année-là, il a construit quelque chose de nouveau. Pas une résurrection, mais une révélation. Sa première voiture de dragster, construite à cet effet, une Nova 1970, n'était pas faite de débris. C'était méthodique. Longeron de cadre renforcé, arceau de sécurité, test de châssis, amélioration des freins, réservoir de carburant sur mesure. La Nova a atteint 100 km/h dès sa première course. Il n'essayait plus d'impressionner, il essayait de bien faire. Les fans pouvaient le voir dans chaque soudure. Il ne s'agissait pas d'aller vite, il s'agissait d'aller intelligemment. En 2025, Derek Bierry avait 41 ans. Vice Grip Garage avait dépassé les 3 millions d'abonnés. Sa valeur nette personnelle avait grimpé à 7 millions de $. Il avait restauré plus de 10 000 voitures, chacune étant une leçon de cran, pas de glamour. Sa ferme du Tennessee était devenue à la fois un foyer et un quartier général, un symbole d'évasion de la vie d'entreprise qu'il menait autrefois. Les chiffres étaient énormes, mais ils n'étaient pas l'héritage. Ce qui comptait le plus, c'était ce que ces chiffres représentaient. L'honnêteté, la patience et une communauté qui apprenait un boulon à la fois. Même avec toute la gloire, Derek n'a jamais cessé d'être un père. En 2025, une vidéo de lui réglant une Camaro avec ses fils a atteint 1 million de vues. Bailey Bradley et Bentley n'étaient pas des figurants. Ils étaient des apprentis. Jessica n'était pas en coulisses. Elle était au cœur de l'action, coordonnant les voyages, passant les outils, filmant. Leur vie n'était pas mise en scène. Vous pouviez entendre les enfants rire en arrière-plan ou crier quand une clé glissait. Ce rythme familial brut était la vraie magie. Ce n'était pas du contenu, c'était de la connexion. Et puis vint le murmure de quelque chose de nouveau. Fin 2025, Derek a teasé un livre. Ce n'était pas seulement des conseils de course, c'était une thérapie. Des lignes calmes sur le tribut que ce moment proche de la mort a prélevé. Le livre porterait sur les secrets de la course à petit budget. Mais entre les spécifications de couple et les tableaux de réglage, il parlerait de peur, de pression, de guérison. Il ne s'arrêtait pas. Il changeait simplement de voie. En 2026, il prévoyait d'emmener une Falcon biturbo au drag du Midwest à la poursuite d'une course sous les 9 secondes. Mais l'argent de cette course n'irait pas dans sa poche. Il irait à des bourses d'études pour de jeunes mécaniciens à Minot dans le Dakota du Nord, là où tout a commencé.